Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Donc, on reprend les enregistrements RECATRA avec aujourd'hui la gestion du diabète en soins intensifs. Et on va parler plus particulièrement des soins intensifs de cardiologie, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, je vais commodérer cette session avec Clément Delmas de Toulouse. Et on a la chance d'avoir encore Laure Groine qui vient des Hospices civils de Lyon et qui nous avait déjà parlé des urgences endocrinologiques euh, en cardiologie. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour rester à jour des nouvelles vidéos. Et puis je remercie Laure d'avoir accepté de faire ce cours un peu dans l'urgence. Donc voilà, Laure, c'est à toi la parole et merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Donc, je remercie Guillaume Baudry et Clément Delmas pour cette invitation pour effectivement vous parler de gestion du diabète essentiellement en USIC. Alors, il faut juste que ça défile, excusez-moi. Comment ça se fait? Voilà. Alors, j'ai repris la définition du diabète. Je vous rappelle que c'est défini par 2 glycémies à jeun supérieures ou égales à 1,26 g à 2 reprises. Et ça peut être aussi une glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 g, 11 millimoles, avec des symptômes. Et on peut utiliser également l'hémoglobine glyquée qui va être supérieure ou égale à 6,5 %. J'ai repris le consensus SFC-SFD de 2012 sur la gestion de l'hyperglycémie et du diabète après un syndrome coronaire aigu. Alors, les points importants étaient les suivants. Parmi les patients hospitalisés pour un syndrome coronaire aigu, on avait 30 à 40 % de diabète. La grande question, c'est de savoir si l'hyperglycémie à l'arrivée est une hyperglycémie de stress, favorisée par l'adrénaline, le cortisol, qui va prédire la survie et les complications, ou est-ce que c'est un véritable diabète? Et cette glycémie d'arrivée ne fait pas le diagnostic de diabète, mais permet d'initier l'insuline précocement. Et on va s'aider de l'hémoglobine glyquée. Si elle est à plus de 6,5 %, c'est un diabète. En dessous de 6,5 %, il faut réévaluer à distance. Il y avait la situation du diabète méconnu où il était proposé de mettre de l'insuline ou pouce IV systématiquement lorsqu'à l'admission, le patient était à plus d'1,80 g. En cas de diabète connu, un pouce IV d'insuline si le patient arrivait à plus d'1,80 g ou s'il était en préprandial à plus d'1,40 g. Et les cibles glycémiques étaient définies par un objectif entre 1,40 et 1,80 g par litre plutôt qu'indice 1,40. Et il ne fallait pas que le patient soit moins d'1,10 en raison de l'association à un risque d'hypoglycémie sévère avec des troubles du rythme et une augmentation de la mortalité. Et ça, c'était le schéma proposé. À gauche, les patients non diabétiques, à droite, les diabétiques. Une glycémie à l'admission supérieure ou égale à 1,80 g, on mettait le pouce IV d'insuline. Et si le patient est diabétique, celui qui était déjà insulinotraité, on reprenait son schéma d'insuline ensuite en l'ajustant. Et le patient qui n'était pas insuliné, après le pouce IV, on mettait des antidiabétiques oraux, éventuellement également de l'insuline si besoin. C'était le schéma proposé qui est plutôt simple d'utilisation. On va prendre l'exemple d'un patient qui arrivait à 3,50 g. On commençait à 3 unités heure d'insuline rapide au pouce IV. S'il atteignait l'objectif 1,40 à 80, on ne changeait pas le débit. Et on encourage vraiment à mettre des bolus au moment des repas pour éviter les montées glycémiques postprandiales et pour ne pas être obligé de changer sans arrêt le débit. Et le patient, s'il passait par exemple en dessous d'1,40, on baissait de 0,5 unités par heure le débit. Et on est plus souple chez le patient âgé, avec des objectifs, enfin on arrête plutôt le pouce, on le réduit plus vite. Dans le consensus ESC-ESD 2019 sur la gestion du diabète de type 2, ce seuil de 1,80 était également retrouvé avec une recommandation 2A pour l'utilisation d'insuline après un syndrome coronaire aigu. Il y a l'Association américaine de diabétologie qui chaque année réactualise son standard of care et sur plein de thèmes. Et là, c'est pour les patients hospitalisés. Et pareil, l'insuline est fortement recommandée chez des patients qui ont à 2 reprises ont une hyperglycémie à plus d'1,80 g, surtout en soins critiques, en ciblant 1,40, 1,80.
Et la cible indice à 40, c'est vraiment seulement si on arrive à le faire sans hypoglycémie. Pourquoi tout ça? Parce qu'une glycémie à plus d'1,80 g à l'admission est un marqueur de mauvais pronostic à court terme. C'est associé à une augmentation de la durée de séjour, le risque d'admission en soins intensifs et la mortalité intra-hospitalière. Et quand vous êtes à moins d'1,10 g, c'est associé à un risque d'hypoglycémie sévère. Avec la synthèse des catécholamines, ça augmente le risque de troubles du rythme et l'augmentation de la mortalité. Dans ces recommandations, le plus simple est d'utiliser le pouce IV d'insuline. Chez des patients un peu moins critiques ou à défaut, si on ne peut pas utiliser le pouce IV, c'est le schéma basal-bolus. Alors celui qui va peu s'alimenter, ça sera une basale avec des bolus de correction. Et celui qui mange correctement, c'est un vrai schéma basal-bolus avec par exemple comme basale la glarginus 100. Je vous ai mis des noms commerciaux, Abasaglar, Lantus, associés à des bolus qui vont couvrir le repas. Ça peut être la Novorapide, l'Humalog, l'Apidra. Et on rajoute des bolus de correction à ces bolus des repas si la glycémie préprandiale est trop haute. Si vous avez un patient qui arrive déjà avec un schéma basal-bolus et que vous n'avez pas besoin de le passer au pouce IV, vous pouvez ajuster son schéma en place. Et il y a d'autres insulines lentes comme les ultra-lentes, la Glargine U300, c'est la Toujeo, et la Degludex, c'est la Tresiba. Et vraiment, on n'utilise pas un schéma d'insuline rapide seul qui fait faire des yo-yo glycémiques et qui n'a jamais équilibré les patients. Ça, c'est un exemple d'un autre protocole d'insuline en intraveineux. C'est des fiches SPHAR SFD qui avaient été réactualisées au moment de l'épidémie de Covid en 2020. Alors, on utilise de l'insuline rapide au pouce IV. Là, l'objectif en réa est mis entre 0,9 et 1,80. Dans le texte, c'est bien précisé que l'idéal, c'est 1,40 à 80, mais ce n'est pas simple à atteindre comme objectif. C'est pour ça que ça a été un peu élargi. On va prendre l'exemple d'un patient qui arrive à 2,80 g. Il y a un bolus de 4 unités qui va être fait, un débit de 3 unités heure. On surveille de près les glycémies. S'il atteint la cible à moins d'1,80, on va laisser le même débit. S'il passe en dessous d'1,10 g, on le réduit. Et quand il y a une hypoglycémie, on stoppe transitoirement 30 à 15 minutes et on resucre. Ensuite, quand la glycémie remonte, pour le diabétique de type 2, on reprendra qu'au-dessus d'1,80 g. Et pour le diabétique de type 1, on reprend dès que la glycémie est normale à 0,9 à 1 unité heure. L'objectif de la gestion avec ce protocole, c'est vraiment d'éviter l'hypoglycémie. Un petit point, si votre patient est diabétique de type 1, des messages à retenir, on ne stoppe jamais l'insuline. Toute pathologie aiguë va lui augmenter ses besoins en insuline. Et s'il dépasse plus de 3 grammes par litre, on vérifie vite la cétonémie. C'est positif à partir de 0,6 mmol par litre. Et si vous êtes à 3 mmol par litre d'acétone, vous êtes quasi sûr que le patient est en acidocétose. Comment est-ce qu'on relaie? Alors, si vous êtes à une vitesse de plus de 4 unités heure, ce n'est pas la peine de relayer. Les débits sont beaucoup trop forts. Il faut attendre que les besoins soient à moins de 4 unités heure et que ça soit stabilisé. Si on a moins de 0,5 unités heure, ce ne sera peut-être pas la peine de faire un relais par un basal-bolus. Il y a deux façons de faire qui sont proposées, qui sont assez simples. Soit vous connaissez votre quantité totale d'insuline par 24 heures, vous la divisez en deux, ça fera votre dose de lente que vous ferez en fin de journée, en relais du pouce-seringue. Et l'autre moitié, vous la divisez par 3, ça vous fait la dose pour chaque repas. Si vous ne connaissez pas votre quantité d'insuline, vous pouvez appliquer les formules suivantes. Pour la lente, vous prenez 0,3 unités kilo jour. Et pour les repas, vous faites 0,1 unité par repas. Et si par exemple un patient fait 80 kg, ça lui fera 24 de lente et 8 unités de bolus par repas. Ça, c'est bien sûr à ajuster après. La basale, vous l'ajustez sur la glycémie du matin en augmentant ou descendant en fonction de la cible. Pour les repas, on a dit 0,1 unité par kilo. Et vous pouvez rajouter à ce bolus du repas un bolus de correction. Là, il y a le protocole qui est proposé. Par exemple, au-dessus de la 100 millimoles, 10 millimoles, on rajoute 3 au bolus qu'on va décider pour le repas. Alors, après cette phase éventuelle donc, de mise à l'insuline, pour un patient diabétique de type 2, il va falloir reprendre ses traitements, les ajuster, éventuellement les initier si on découvre un diabète. Et je vais reprendre chaque classe l'une après l'autre. Dans le diabète de type 2, vous avez une insulinorésistance associée à un déficit sécrétoire en insuline. Je vais commencer par la metformine, qui est extrêmement efficace pour réduire l'insulinorésistance. Ça permet une meilleure utilisation du glucose au niveau du muscle, du tissu adipeux,
C'est également antilipolytique et ça diminue la production hépatique de glucose. Et ça la diminue par deux voies. D'une part, ça va diminuer la néoglucogénèse, c'est-à-dire c'est la synthèse de glucose dans la cellule. Et comme ça utilise différents substrats dans le lactate, ça va diminuer l'utilisation des lactates. Et la metformine, par ailleurs, stimule la glycolyse. C'est l'utilisation dans la cellule de glucose, mais en favorisant le métabolisme anaérobie. Et ça va un peu augmenter la synthèse des lactates. On a deux molécules, vous connaissez, stagide ou glucophage. Il n'y a pas de risque hypoglycémique du fait de ce mécanisme d'action. Quelques caractéristiques, ça baisse l'HbA1c de 1%, c'est neutre sur le poids. En aigu, vous pouvez être gêné par des troubles digestifs. Globalement, la sécurité cardiovasculaire de la metformine est bien démontrée. Il y a même plutôt des effets favorables. Là, j'ai repris une méta-analyse de 2013 chez des diabétiques de type 2 insuffisants cardiaques et ça baissait leur mortalité toute cause de 20%. Alors, sous metformine, on décrit des risques d'acidose lactique. Ça reste quand même très rare comme risque, mais dans la mesure où on respecte bien les contre-indications. On ne met pas de metformine, par exemple, si le DFG est à moins de 30 ml par minute. Si il y a une insuffisance rénale fonctionnelle sur une déshydratation ou après des AINS, on doit la stopper transitoirement. Et toute situation qui va risquer d'augmenter l'acide lactique, comme un sepsis, ou des situations où il y a une hypoxie comme un état de choc, une insuffisance cardiaque décompensée, un infarctus du myocarde à la face aiguë, et bien dans ces situations-là, il faut stopper transitoirement la metformine. Et par exemple, après une décompensation cardiaque, on peut la reprendre si la cardiopathie est stable. On va adapter la dose au DFG. S'il est entre 45 et 59, c'est maximum 1000 mg 2 fois par jour. Et s'il est entre 30 et 44 ml par minute, c'est maximum 500 mg 2 fois par jour. Si vous devez faire une coronarographie ou un scanner injecté, je vous rappelle qu'il faut stopper la metformine pendant 48 heures et on la reprend seulement si la créatinine est stable à 48 heures. Dans les ROCO ESC-ESD sur le diabète de 2019, ils étaient un peu plus souples, c'est-à-dire qu'en cas de coro chez un patient qui a de la metformine, on l'arrête si la créate se dégrade. Sauf si le patient de base a une maladie rénale, là on l'arrête bien pour pendant 48 heures jusqu'au contrôle de créatinine. Alors ensuite, je vais vous parler des sulfamides hypoglycémiants. Eux, ils agissent sur le pancréas et ils inhibent les canaux potassiques ATP sensibles de la cellule bêta-pancréatique. Ils font fabriquer de l'insuline. Et on a ce qu'on appelle la classe des insulinosécréteurs avec les sulfamides hypoglycémiants et les glinides qui sont des apparentés aux sulfamides. Parmi les sulfamides, on a glyclaside, le diamicron, qu'on peut utiliser jusqu'à 120 mg en une prise, et glimépiride lamarelle, qu'on va utiliser jusqu'à 6 mg en une prise. Et sinon, dans les glinides, c'est le répaglinide, le Novonorm, qui a une courte demi-vie. Si on saute le repas, on ne le prend pas. L'HbA1c baisse en moyenne de 1%. On peut avoir une prise de poids à long terme. Et surtout, en aigu, le risque, c'est l'hypoglycémie. Alors, il y a eu pas mal d'interrogations sur les sulfamides hypoglycémiants, surtout en fait avec ceux de première génération. Là, je vous ai mis une étude observationnelle de 2017 où il y avait un surrisque à 1,3 de mortalité cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque sous sulfamide comparé à la metformine. Mais ça mélangeait différents types de sulfamides. On a surtout des risques d'hypoglycémie sévère, prolongée, avec les sulfamides de longue durée d'action. C'est des sujets qui sont âgés ou dénutris. Et c'est pour ça aussi qu'on contre-indique les sulfamides si le DFG est inférieur à 30 pour éviter leur accumulation et les hypos sévères prolongées. Alors vous aurez compris que cette classe-là, on va vraiment l'éviter en USIC. Ensuite, les inhibiteurs de DPP4. Quand on mange, on va synthétiser des incrétines, c'est le GIP et le GLP1 au niveau de l'intestin grêle, qui vont être inactivés par l'enzyme qui s'appelle la DPP4. Et quand on utilise un inhibiteur de DPP4, ça inhibe cette enzyme, ce qui fait que la fraction active de GLP1 endogène est augmentée. La cible des inhibiteurs de DPP4, c'est surtout le pancréas, avec une augmentation de la synthèse d'insuline. On a 3 molécules disponibles.
il y a la sitagliptine, c'est Zélevia ou le Januvia, qu'on peut utiliser à 100 mg par jour, et on va réduire la dose si le DFG est à moins de 45. Alors, la sécurité a été démontrée par rapport à l'insuffisance cardiaque dans l'étude TECOS. Associé à la metformine, c'est le Vembesia ou le Janumet. La saxagliptine, c'est l'Onglyza, qu'on utilise à 5 mg par jour jusqu'à 45 ml par minute. Ensuite, on descend à 2,5 et on l'arrête en dessous de 30 de DFG. Alors là, par contre, dans l'étude SEVOR-TIMI, il y a une augmentation du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. L'association à la metformine, c'est le Comboglise. Et enfin, on a la vildagliptine, le Galvus, à 50 mg matin et soir, qu'on réduit à 1 par jour en dessous de 50, et on peut poursuivre ce traitement jusqu'à des DFG très bas. Par contre, il n'y a pas d'étude de sécurité cardiovasculaire avec la vildagliptine. Et l'association à la metformine, ça s'appelle le CREAST. Ça baisse l'HbA1c de 0,7 à 0,9%, c'est neutre sur le poids. Alors, ça fait fabriquer de l'insuline, mais de façon glucodépendante. Et ça s'adapte au niveau glycémique, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de risque hypoglycémique avec un inhibiteur de DPP4. Il y a des risques très rares de pancréatite aiguë. Ensuite, je vais passer à la classe des agonistes des récepteurs du GLP1 qui ont plein de cibles. Donc, je vous rappelle le GLP1 qui va avoir des différentes cibles et différentes actions. Mais surtout, donc, quand on administre pharmacologiquement GLP1, les taux sont plus élevés qu'avec un inhibiteur de DPP4. Comme c'est de la même famille, on n'associe pas un inhibiteur de DPP4 et un analogue du GLP1. Je vous ai mis en rouge ceux qu'on utilisait actuellement au quotidien. On a l'iraglutide, c'est le Victoza, du laglutide, le Trulicity, et le semaglutide, l'Ozempic. Et le principe pour tous ces traitements, c'est de les augmenter progressivement, de les titrer progressivement pour limiter les troubles digestifs. Les stylos qui sont utilisés sont faciles, il faut un peu d'éducation. Il y en a certains, on va visser des aiguilles. Il y en a un du laglutide, il n'y a même pas besoin parce qu'elle est intégrée dedans. Et puis, il existe le liraglutide dans un même stylo avec l'insuline ultra-lente Degludex, c'est le Sultofy. Alors, je reprends. Le liraglutide, c'est le Victoza qu'on va titrer progressivement jusqu'à 1,8 mg par jour. Donc, c'est du sous-cutané une fois par jour. Le semaglutide, l'Ozempic, c'est en hebdomadaire jusqu'à 1 mg par semaine. Et le dulaglutide, le Trulicity, ça se monte jusqu'à 4,5 mg par semaine. C'est très efficace d'un point de vue métabolique. Le poids peut baisser de 3 à 7 kg et l'hémoglobine glyquée de 0,8 à 1,9%. Ça reste de l'injection sous-cutanée. Il n'y a pas d'hypoglycémie du fait du mécanisme d'action, sauf si c'est rajouté chez un patient qui est bien contrôlé sous insuline et ou sulfamide. Donc, on peut être amené chez les répondeurs à ajuster les traitements. On peut être gêné en aigu par des troubles digestifs et il y a un effet classe, un petit effet tachycardisant. On est prudent s'il y a des antécédents de pancréatite aiguë. Et on peut les utiliser pour des DFG jusqu'à 15 minutes par minute. Je reviens sur l'efficacité métabolique. En fait, il y a plusieurs actions. Je ne suis pas restée là sur le schéma juste avant, mais ça va d'une part faire fabriquer de l'insuline, diminuer le glucagon, c'est comme ça que la glycémie baisse. Ça va ralentir la vidange de l'estomac, ce qui fait qu'il y a moins de pics postprandial. Et ça diminue la sensation de faim. Et puis, par des effets sur l'inflammation, sur le stress oxydatif, on a surtout une baisse importante du MES, portant sur les 3 critères, et la néphroprotection est modeste, c'est plus sur le critère protéinurie. Alors, notre patient diabétique de type 2, on va vraiment raisonner maintenant, vous allez voir dans les recommandations, en fonction des pathologies associées, s'il est coronarien, s'il est insuffisant cardiaque. Et par exemple, pour les GLP1, ça c'est une méta-analyse avec l'ensemble des GLP1 disponibles, on est à moins 14% sur le MES et ça porte à la fois sur les décès cardiovasculaires, les AVC, les infarctus. Là, dans cette méta-analyse, le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque était réduit de 11%. De nouveau, je reviens sur les recos ESC 2019, ESC et ESD. Là, c'était l'utilisation des molécules en cas d'insuffisance cardiaque. Alors, on retrouve les inhibiteurs DPP4 qui sont neutres, sauf la saxagliptine, qu'il ne faut pas utiliser, puisqu'il y a un surrisque d'insuffisance cardiaque. Les glitazones sont contre-indiqués, mais on ne les a plus en France.
L'insuline, ça, pas de problème. Les analogues du GLP-1 étaient considérés comme neutres. La metformine, c'est si la cardiopathie est stable avec un DFG à plus de 30. Et bien sûr, les inhibiteurs de GLT2. Là, je voudrais qu'on détaille un peu l'utilisation des analogues du GLP-1 et de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est un papier récent qui est intéressant parce que ça a différencié dans tous les essais disponibles en fonction du statut de l'insuffisance cardiaque du patient. S'il n'a pas d'antécédent d'insuffisance cardiaque, ça peut réduire un peu les événements liés à l'insuffisance cardiaque. Si le patient est insuffisant cardiaque stable, ça a un effet neutre. Et si le patient a une insuffisance cardiaque avancée à fraction d'éjection réduite, il y a des interrogations sur un risque d'événements cardiovasculaires. Et c'est lié à 2 études que je vous ai présentées ici. Il y a l'étude live chez des patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, stable, avec une moyenne à 34% de fraction d'éjection. Il y avait 30% de diabétiques. Et les auteurs, en fait, ont cherché à voir si le liraglutide, c'est le Victoza, 1,8 mg contre placebo donné pendant 24 semaines, permettait d'améliorer la fraction d'éjection. Donc, sur la fraction d'éjection, ça n'a rien fait. Il y a eu une petite augmentation de la fréquence cardiaque de 7 battements par minute. Et surtout, il y a eu un peu plus d'événements cardiovasculaires, dont des troubles du rythme, dans le groupe liraglutide. Et la deuxième étude, l'étude FIGHT, c'est des patients hospitalisés pour une décompensation cardiaque récente, avec une médiane de fraction d'éjection à 25%. Il y avait 59% de diabétiques. Ils ont été traités par liraglutide 1,8 contre placebo pendant 180 jours. Et il y a eu une tendance, certes non significative, moins 1,3 sur décès et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, quelques interrogations sur le liraglutide chez des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, mais on a des petits effectifs dans ces études. Alors maintenant, on va passer aux inhibiteurs GLT2. Je vous rappelle que ça inhibe le cotransporteur sodium-glucose de type 2 au niveau du tube contourné proximal. Ça entraîne une glycosurie avec une diurèse osmotique et ça augmente un peu la natriurèse. On a l'adapagliflozine à 10 mg, c'est le Forxiga. Associé à la metformine, ça s'appelle le Xigduo. L'empagliflozine, en diabétologie, on a 2 dosages, le 10 et le 25. C'est le Jardiance. Et associé à la metformine, c'est le Synjardy. On peut s'attendre à des baisses d'HbA1c de 0,6 à 1%, des pertes de 2 à 4 kg. Et on va, pour notre patient diabétique, raisonner sur plein d'aspects, à la fois la prévention de l'insuffisance cardiaque ou bien sûr le traitement de l'insuffisance cardiaque, la baisse du MES, la néphroprotection, ça freine le déclin du DFG et ça ralentit la progression de la protéinurie. Et il y a moins d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë sous glyphosine, selon la définition précise AKI. Chez les diabétiques, concernant le MES, on s'attend à des baisses de mortalité cardiovasculaire d'environ 15%. Sur l'infarctus, c'est un peu plus modeste, 9%, mais ça ne sort pas pour l'AVC, alors que ça sort pour les analogues du GLP-1. Et là, c'est une toute dernière méta-analyse. J'ai pris les diabétiques avec les études chez le diabétique à haut risque, dans l'insuffisance cardiaque et en cas de maladie rénale. On est au global à moins 23% sur décès cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et notre patient diabétique de type 2, il va bien sûr bénéficier des effets si l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et également préservé avec les 2 essais Emperor Preserved et Deliver. Et alors, ensuite, je vous ai mis notre diabétique de type 2 qu'on va mettre sous glyphosine. Après une décompensation cardiaque, en aigu, il va avoir des bénéfices rapides. Là, je vous ai repris l'étude des Pays-Bas où il y avait 80 patients qui faisaient une décompensation cardiaque aiguë, des fractions d'éjection à 36%. Ils avaient été mis sous empagliflozine contre placebo à 10 mg dans les 24 heures pendant 30 jours. Et l'augmentation de diurèse est franche sous EMPA avec AJ4, une différence de 2,7 litres et des bénéfices à 2 mois sur décès et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Il y a l'étude Impulse que vous connaissez bien, l'EMPA-10 contre placebo chez des patients qui viennent de décompenser. On avait 45% de diabétiques. Ça avait été mis à J3 pour 90 jours. Et sous EMPA, il y avait moins de décès et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Dans l'étude EMPA-GACHEF, là, ce coup-ci, c'est l'empagliflozine 25 qui a été utilisée contre placebo, mise dans les 12 heures pendant 5 jours. Et chez les patients qui venaient de décompenser, il y a une augmentation de 25% de la diurèse cumulée à 5 jours
sans altérer la fonction rénale. Et même en post-infarctus, alors là, on n'a que 13% de diabétiques. Pour de l'empagliflozine 10 contre placebo mis dans les 72 heures après une revascularisation pendant 26 semaines, ça avait amélioré leur NT-proBNP et la fraction d'éjection. Les glyphosines ont un plein point d'impact. En plus des effets métaboliques, on va réduire la pression intraglomérulaire, améliorer la pré- et la post-charge, améliorer l'énergétique cardiaque. On revient à l'utilisation pratique. Le mécanisme d'action de ces glyphosines est indépendant de la sécrétion d'insuline puisqu'on agit sur la réabsorption du glucose. Donc, il n'y a pas de risque hypoglycémique, sauf si vous le mettez à quelqu'un qui est bien contrôlé à moins de 7% d'hémoglobine glyquée, qu'il est sous sulfamide, glinide ou insuline. Et donc, à ce moment-là, il faudra ajuster. On a vu qu'en musique, de toute façon, on stoppait les insulinosécréteurs. Et l'insuline, si on est amené à la diminuer, il ne faut pas la diminuer de plus de 20% pour ne pas être en carence insulinique. Je vous rappelle aussi qu'on perd en efficacité sur le diabète si le DFG s'altère à moins de 60, surtout à moins de 45, et en dessous de 30 minutes par minute, il n'y a plus d'effet sur la glycémie. On garde des effets protecteurs cardiovasculaires et rénaux, mais pas sur la glycémie. Donc, si votre patient est en cardiaque, il a 32 de DFG, il sera mis sous glyphosine, mais ça n'aura pas d'effet sur son diabète, il faudra ajuster les autres traitements. Les baisses de pression artérielle systolique sont modestes, donc globalement, ça ne gêne pas en pratique. Il n'y a pas de problème sur la kaliémie. On peut être amené à ajuster les diurétiques de Lens. Ensuite, il y a quelques points sur, par exemple, les infections urinaires bactériennes, dont le risque sous glyphosine est très modeste. Néanmoins, quand il y a un sepsis urinaire ou une pyélonéphrite aiguë, nous, ce qu'on recommande aux patients, c'est de stopper transitoirement la glyphosine. Alors là, ça va dépendre du contexte. Si vous le prescrivez pour une décompensation cardiaque, il faut voir ce qui prime. Ensuite, je vais vous parler des histoires d'acidocétose euglycémique qui ne préoccupent que les diabétologues, manifestement. C'est euglycémique parce qu'il y a une glycosurie, la glycémie ne va pas beaucoup monter. Alors, le surrisque est multiplié par 2 dans le diabète de type 2, partant d'un risque absolu qui est quand même faible. Et il y a des circonstances favorisantes. Ça peut être une chirurgie, un jeûne prolongé ou une pathologie aiguë sévère. Alors, une hospitalisation soins intensifs en général, c'est pour une maladie aiguë sévère. Simplement, lorsque ça va être une décompensation cardiaque, le patient, on ne va pas lui arrêter sa glyphosine ou on ne va pas s'empêcher de l'introduire. Il faut être vigilant. Et si un jour vous avez un patient qui vomit sous glyphosine, n'hésitez pas à lui contrôler sa cétonémie, même si la glycémie est à moins de 2,50 g. Et je rappelle que c'est positif à partir de 0,6 mmol par litre. Et du fait de ce mécanisme, on ne prescrit pas une glyphosine à un diabétique de type 1 ou à un patient très insulinopénique, par exemple comme une pancréatite chronique ou une pancréatectomie. Les mycoses, ce n'est pas le problème en aigu. Dans sa prise de position SFD 2021, la SFD a présente ses recommandations en fonction des pathologies du patient. Donc, un diabétique de type 2 qui a une maladie rénale chronique, qui a une insuffisance cardiaque, doit, en plus de la metformine, impérativement avoir un inhibiteur de GLT2, même si son hémoglobine glyquée est normale. Et s'il a une maladie athéromateuse avérée, en plus de la metformine, un inhibiteur de GLT2 ou un analogue GLP1, quel que soit son hémoglobine glyquée. Bithérapie d'emblée si l'HbA1c est à plus de 9%, et l'insuline, vraiment à discuter d'emblée, si plus de 10% d'hémoglobine glyquée ou s'il y a des signes insulinopéniques. Là, je vous ai remis comment la SFD définissait la maladie athéromateuse, c'est la prévention secondaire ou des sténoses artérielles à plus de 50%, par exemple. Ensuite, si on est en échec de bithérapie orale, par exemple le patient qui aura metformine inhibiteur GLT2, on a volontiers envie de lui mettre un analogue du GLP1. Alors, on était un peu coincé depuis le départ parce que cette association en diabétologie n'est toujours pas remboursée. Simplement, avec l'élargissement des indications des remboursements, si le patient a une insuffisance cardiaque ou a une maladie rénale chronique, en fonction des molécules, on peut maintenant laisser ou introduire un analogue du GLP1. Si on est insuffisant pour contrôler l'hémoglobine glyquée sous metformine, analogue du GLP1, on peut rajouter un inhibiteur de GLT2 chez l'insuffisance cardiaque, en cas de maladie rénale. Éventuellement mettre une basale
Si on est en échec de trithérapie, on peut changer l'inhibiteur de DPP4 par un analogue du GLP1 par exemple, ou bien vite discuter une insuline basale. L'insuline, bien sûr, peut donner des hypoglycémies, mais c'est extrêmement efficace pour baisser l'hémoglobine glyquée. Et enfin, si on est en échec de metformine, insuline basale, on peut rajouter un analogue GLP1 ou un inhibiteur GLT2 ou discuter un basal bolus. Si vous voulez vous retrouver sur les DFG pour l'adaptation des traitements du diabète de type 2, il y a ce tableau dans la prise d'opposition SFD qui est très utile en rouge, c'est quand il faut stopper la molécule. Et je vous rappelle que la dapagliflozine, ça s'introduit à partir de 25 minutes par minute de DFG et l'empagliflozine 20 minutes par minute. Et si ça se dégrade, comme le rappelle le consensus ADA-ESD, on laisse les glyphosines jusqu'à la dialyse, jusqu'à la transplantation. Quand faut-il adresser en diabétologie ou prendre un avis? Ça peut être quand vous découvrez un diabète avec une HbA1c à plus de 6,5%, ou que le patient est diabétique connu et qu'il est déséquilibré à plus de 8%, ou qu'on doit commencer une insulinothérapie, ou qu'il a des hypoglycémies sévères. Et puis après sa sortie, s'il y a une alternance hypo-hyper, ou si on a mis une glyphosine chez un patient qui est insuliné pour qu'on fasse un peu d'éducation sur la recherche d'acétone dans des situations à risque, ou si vous avez un doute sur la nosologie du diabète. Maintenant, je vais faire un petit mot sur le diabète de type 1. Vous savez que les patients sont de plus en plus équipés de capteurs de glycémie interstitiels. À gauche, vous avez Freestyle Libre 2 qui se met à l'arrière du bras, qui se change tous les 14 jours. À droite, c'est le capteur Dexcom G6. Et puis, ils peuvent avoir des pompes à insuline, des pompes filaires avec une tubulure qui se met sur le cathéter. Et on a également des pompes patch sans tubulure qui se mettent sur le bras ou sur le ventre. Et ce que vous voyez à l'arrière du bras, là, ça s'appelle un pod qu'on remplit et qu'on change tous les 3 jours. Alors, juste prudence, si vous avez besoin de faire une IRM cardiaque, il va falloir enlever le matériel. Mais ça veut dire que le patient, après, il faut être sûr qu'il ait de quoi le changer, de nouveaux capteurs, un nouveau pod pour la pompe Omnipod. Et puis, pour la pompe filaire, c'est moins ennuyeux puisqu'on déconnecte, on reconnecte la tubulure directement. On a maintenant la possibilité d'équiper les patients avec des pompes qui ont des algorithmes qui vont ajuster le débit de base. Le patient doit renseigner les glucides au moment des repas. Quelques points pratiques, dans une pompe à insuline, il n'y a que de l'insuline rapide. Donc, s'il y a un problème technique et que ça ne diffuse pas, vous augmentez vite le risque d'acidocétose. Si le patient ne peut pas gérer tout le système, n'hésitez pas à faire un relais par un schéma basal bolus ou même un pouce IV si besoin. La dose d'insuline basale, ça sera celle qui correspond au débit basal total sur 24 heures qui est programmé en mode manuel dans la pompe. Le patient continuera à faire ses bolus habituels et on ajuste tout ça en fonction du déséquilibre lié à la pathologie aiguë. S'il y a des difficultés, n'arrachez pas tout et surtout ne jetez pas le matériel, en particulier les transmetteurs qui ont une durée de vie, par exemple pour celui que je vous montre là, de 1 an. Ça, c'est des exemples de courbes qu'on a. Vous avez en haut, là, dans la partie verte, la courbe glycémique et en bas, vous voyez en mauve les ajustements permanents du débit avec la pompe et son algorithme. Puis il y a les rentrées de glucides avec les bolus qui sont générés. Et puis il y a des petits carrés roses, c'est des autobolus de correction que fait la pompe elle-même. Ça, c'est un autre exemple de pompe à insuline avec un autre capteur, avec les ajustements de débit de base qui apparaissent en orangé en bas. Et donc, pour conclure, en USIC, on va privilégier l'insuline transitoirement au pouce IV ou au schéma basal bolus en cas de déséquilibre à plus d'1,80 g, 10 mmol par litre, avec une cible glycémique entre 1,40 et 1,80 g par litre. On va arrêter transitoirement la metformine s'il y a une hypoxie pour réduire le risque d'acidose lactique. Et on va l'arrêter définitivement si le DFG est à moins de 30 minutes par minute. Les sulfamides hypoglycémiants et les glinines, on les évite vraiment pour le risque hypoglycémique. On contre-indique la saxagliptine s'il y a une insuffisance cardiaque. Les analogues du GLP1, on va les positionner surtout s'il y a une maladie athéroscléreuse, en particulier une coronaropathie et ou un syndrome métabolique marqué. Les inhibiteurs GLT2, c'est surtout s'il y a une insuffisance cardiaque, une maladie rénale, mais aussi une maladie athéroscléreuse. Et on ne les utilise pas chez le diabétique de type 1, même s'il est insuffisant cardiaque. Et enfin, chez le diabétique de type 1, on ne stoppe jamais l'insuline et on fait une surveillance de la cétonémie si la glycémie dépasse 3 g par litre.
Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce super Merci. topo hyper clair. Alors, moi, je travaille à Nuzik depuis longtemps maintenant, je sais plus, 10 ans. Et c'est vrai qu'on se pose toujours les mêmes questions récurrentes. Oui. Et en plus, pour d'autres, j'ai un cerveau de je sais pas quel animal qui cogite pas trop. Et donc, j'oublie au fur et à mesure. Et pour le coup, ce topo est hyper clair, hyper carré. Donc, je m'en servirai et je vais le transmettre à tous nos internes. Je pense qu'il y a quelques messages qui sont hyper simples. L'insuline initialement, ça finalement, c'est ce qu'on faisait. Le relais insuline VSE sous Q ou traitement d'après en fonction qu'on est diabétique, type 1 ou en tout cas insulino-requérant, et type 2, ça c'est des gros messages parce que c'est souvent cette période-là où on est parfois très mauvais et que les contacts diabétaux, il y a des jours on arrive à bien les avoir. Et puis il y a des jours où ils sont un peu pris et nous malheureusement on veut faire sortir les patients et donc cette zone-là est quand même là à risque. Donc je trouve que là c'est hyper clair. Et après le message, nous on n'est pas diabétologue, hein. En tout cas quand on est sur un CHU on gère pas les traitements chroniques du diabète, on passe le relais assez rapidement et pour ma part j'en suis bien content. Mais nos collègues en privé, en libéral en tout cas, peuvent être amenés à le faire ou dans les structures où on n'a pas forcément d'accès aussi simple aux diabétologues. Et je pense qu'on a des messages assez simples. Metformine, c'est quand même un produit qu'on utilise régulièrement. Et c'est vrai qu'avec les glyphosines, on arrive quand même à pas mal lancer les choses pour un grand nombre de nos patients. Le point clé, parce que je l'ai déjà fait, l'erreur qu'il fallait pas faire au début, c'est la glyphosine chez diabétique de type 1. Bon, il se trouve que moi, mon patient, il s'est pas trop passé grand-chose. Par contre, j'ai eu droit à un gros soufflant de mon collègue diabétologue qui avait raison, C'est ça. parce que c'est vrai qu'on nous a tellement vendu les glyphosines comme, vu les indications et les études, à la fois en sécurité et en efficacité, on peut le mettre à tout le monde. Globalement, en cardio, nous, la question, c'est à qui on le met pas. Bon, mais je crois que le mot-clé, c'est diabète de type 1, il faut pas le mettre. Et Et c'est diabète quelque chose très insulinopénique, ouais. voilà, c'est quelque chose qui est strict et formel ou c'est quelque chose qui, dans certains cas, vous êtes amené à le faire malgré tout? Alors, le diabétique de type 1 auto-immun avec des anticorps positifs, là on est strict et formel, on ne le met jamais. Et ça m'est arrivé chez des patients qui ont un profil insulinopénique, ça veut dire que c'est le patient qui est tout mince, qui est sous basal bolus, il n'a pas de pancréatite chronique, il n'a pas de pancréatectomie, il a des anticorps négatifs, mais c'est ce qu'on appelle le profil insulinopénique. Et ben là, il faut peser le pour et le contre, c'est-à-dire que si l'insuffisance cardiaque sévère, on sait qu'il va mourir de son insuffisance cardiaque, on ne va pas empêcher de le mettre, mais par contre, on l'éduque vraiment de près, quoi, avec ce qu'il faut pour surveiller acétone, savoir reconnaître les symptômes, le protocole, en cas de problème aigu, peut-être le stopper quelques jours, enfin, c'est vraiment tout ça, quoi. Mais diabétique de type 1, non. J'aurais quelques questions. À quel moment, alors on s'écarte un peu des soins intensifs, mais combien de temps tu te laisses en général pour évaluer l'efficacité d'un traitement? Ça m'a peut-être échappé, tu fais ça 2 semaines, 3 semaines ou Alors, bien avant, quelques jours? ça va dépendre des traitements. Les glyphosines sur le diabète, c'est efficace tout de suite, en 24 heures, avec la perte. Les analogues du GLP-1, comme de toute façon, ça se titre progressivement. Donc, si on l'évalue au bout de 3 mois avec la nouvelle hémoglobine glyquée, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, peu importe l'hémoglobine glyquée au départ, le patient, s'il a une maladie athéromateuse, il faut qu'il ait une des deux classes, GLP-1 ou inhibiteur de GLT2. S'il est insuffisant cardiaque, de toute façon, il aura sa glyphosine. S'il a une maladie rénale, ce qui est beaucoup le cas de vos insuffisants cardiaques, il faut qu'il ait sa glyphosine aussi, de toute façon, qui fera double action. Et les sulfamides, de toute façon, on ne va pas les utiliser en aigu. Si on les met, il faut quelques jours. Les sulfamides peuvent augmenter 15 jours, par exemple, mais on les utilise vraiment de moins en moins. Et la metformine, faut se donner 15 jours, un mois avant de monter, puis voir la tolérance digestive aussi. Et sur les analogues des GLP-1, comment on explique qu'il y ait comme ça, que ce soit finalement pas forcément un effet classe sur le risque cardiovasculaire, mais quelques molécules? On sait un peu ou pas du tout? Alors, elles ont toutes quand même un effet sur la baisse du MES, plus ou moins marqué, mais dans les méta-analyses, elles baissent tout le MES quand même. Et c'est sur l'insuffisance cardiaque? Oui, c'est la... Alors,
dans l'insuffisance cardiaque, globalement, c'est plutôt, chez les patients stables chroniques, plutôt un peu favorable, beaucoup moins marqué que les glyphosines. Et puis, il y a ça, c'est 2 petites études qui sont avec le liraglutide sur des petits effectifs chez un insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite. Il n'y en a pas de grande ampleur. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas de les utiliser en cas d'insuffisance cardiaque, parce que c'est extrêmement efficace sur la perte de poids et la baisse d'HbA1c. Et si le patient il peut perdre 8 kg aussi d'insuffisance cardiaque, ça fera du bien à son insuffisance cardiaque. Enfin, je pense que tu ne me contrediras pas sur ça. Sur ces symptômes, effectivement, oui, non, ça c'est sûr. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. J'ai une petite question un Oui. peu provoque. Donc, j'annonce des. Ah, ça coupe, je n'entends pas. Mais pas, hein. Donc, à prendre sans filtre. Clément, ça a coupé, Quand on regarde les algorithmes et les molécules. Ouais, vous m'entendez ou pas du tout? Oui, on t'entend, ça coupe un peu. Ah, je dis, j'ai une question un peu provocatrice, mais c'est fait exprès. C'est quand on n'est pas diabétologue, qu'on regarde un petit peu les molécules disponibles et les classes, on se dit finalement, bon, metformine, on parle du diabète de type 2, hein, metformine, analogue GLP1 et inhibiteur ISA-GLT2, ben, on a nos classes. Les autres, finalement, on a presque envie de plus les voir et les utiliser. En pratique, c'est ce que vous faites, ou vraiment il y a des choses de spécialistes où il y a un intérêt? Eh ben, en pratique, depuis le début, c'est l'association rêvée qu'on aimerait mettre à tous les diabétiques de type 2. Sauf que si, là je ne peux pas dire un message différent, c'est qu'il n'y a pas de, en diabétologie, il n'y avait pas de remboursement, il n'y en a toujours pas, inhibiteur GLT2, analogue GLP1. En fait, et donc on a pu élargir nos prescriptions et nos associations quand les glyphosines ont eu plus d'indications et plus de remboursement, les insuffisants cardiaques ou la maladie rénale chronique. Voilà, donc il y a ça. Et puis, mais effectivement, c'est vraiment l'association de 3 traitements qui est la plus utile, je pense, aux patients diabétiques de type 2, sans risque hypoglycémique. Et ensuite, donc ça, c'est des associations que vous pouvez mettre de votre côté, parce qu'il n'y a pas d'hypo. Il faut savoir éduquer au stylo GLP1. Et ensuite, la vie diabétologique, c'est si l'HbA1c reste haute et qu'on va discuter, par exemple, la mise à l'insuline. D'accord. Que je vous rappelle que l'hémoglobine glycée, c'est quand même important pour la prévention de l'atteinte rétinienne, pour le rein aussi, et la prévention de la neuropathie, pour la microangiopathie. Du coup, est-ce que le message suivant est vrai ou c'est un réseau? Soit on a évidemment un accès facile à un avis diabétologique et à programmer d'emblée l'éducation, etc. Bon, c'est ce qu'il faut faire, clairement, je crois. Soit on n'a pas cet accès-là et finalement, cette association pour nos patients, en post-aigu, s'ils n'ont pas 10 HbA1c, a un intérêt avec, par exemple, une HbA1c à 3 mois, et avec vous, vous et vos collègues, hein, à ce moment-là, ou dans tous les cas, découvert de diabète, il faudra que vous les voyez très rapidement dans le mois qui suit ou les 15 jours, je ne sais pas ce que vous faites. Non, non, pas dans le mois qui suit. Tranquillement après, vous pouvez tout à fait initier une bithérapie. Par exemple, déjà, parce qu'il faudra voir aussi les GLP1 s'il y a des troubles digestifs. Enfin, faut pas oublier de les monter progressivement. Enfin, je réfléchis. La trithérapie d'emblée, ça va être chez le patient, par exemple, qui est insuffisant cardiaque. Il aura forcément sa glyphosine. Et s'il est coronarien en même temps, du GLP1, il est recommandé aussi. Après, à vous de voir si tous les traitements sont mis d'emblée, parce qu'il y aura tous les traitements de la cardiopathie, ça va faire une longue ordonnance. Mais il sera tout de suite bien protégé avec cette association. Oui. Et quel est ton sentiment sur la gestion par les médecins généralistes? Nous, on sait qu'avec les traitements d'insuffisance cardiaque, il y a des fois où l'implémentation est difficile. Et est-ce qu'avec le diabète, c'est des choses, parce que souvent, on confie ça aussi aux médecins traitants, est-ce que tu les sens beaucoup plus à l'aise? Alors, ils sont à l'aise avec les analogues du GLP1. Ça, ils arrivent ils les mettent tout seuls et puis ils montent les doses. Donc ça se passe plutôt pas mal. Les inhibiteurs GLT2, j'en ai pas encore beaucoup vu qui les introduisaient eux-mêmes pour l'instant. Et alors qu'ils peuvent depuis l'automne 2021, ça fait 1 an maintenant.
Et puis l'insuline, ils sont à l'aise avec les basales. Pas avec moins avec le basal bolus, mais avec les insulines basales, ils arrivent à en introduire aussi eux-mêmes. Mais c'est très variable, quoi. Ça dépend de chaque médecin généraliste, quoi. Un message global qui ne prend pas en compte effectivement les différences. Mais voilà, après, il faut retenir vraiment les sulfamides, les gliadines, on essaye de les éviter. On ne met pas un inhibiteur des PP4 avec un analogue du GLP1. On ne met pas deux sulfamides ensemble. Enfin, on voit plein de choses. Hein, mais... Non, mais c'est vrai que c'est En tout cas, je pense un bon résumé qui va aider beaucoup de monde, je pense. Tant mieux. Moi, j'essaie de faire assez pratique. Eh bien, c'était bien fait, bien pratique pour nous. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Le topo sera disponible comme toujours assez rapidement sur la chaîne YouTube et puis sur nos réseaux sociaux. Merci vraiment beaucoup pour ce deuxième topo, aussi premier et en effet hyper pratique. Merci de m'avoir reproposé de présenter ça. C'était très intéressant. Merci bien. Merci Laure. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir.